Aimer. Aimer. Mais entends-tu ma voix, mon frère aimé? Aimer. Lève donc le roulement de ta voix au-dessus des cyclones. Et l'Afrique entendra, l'Afrique répondra. Du haut du mont Pelé, érupte, rutilant le grand cri nègre. Et lui répondra l'espérance. Enfin, Mandela est sorti de prison, enfin Mandela est libre. C'était vraiment un cri de joie extraordinaire pour toute l'humanité. En tout cas pour moi, je me rappelle que ce jour-là, je me promenais sur une des routes de la Martinique, qui était un jour fantastique, qui était une apparition extraordinaire. Je crois que vous étiez avec moi, hein, l'éclosion des gliricidia. Je tourne le bouton de la radio, Nelson Mandela est libre, a été libéré. Je dis voilà, je sens en moi un carillonnement de toutes les cloches en train de sonner. Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela. C'était vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est prodigieux, la vie de cet homme. Et je savais bien que sortir de prison n'était peut-être pas le plus difficile. Il y avait la réalité qu'il fallait affronter le lendemain. Et quelle maîtrise de lui-même il a montré pour essayer d'établir le dialogue et rétablir les Noirs dans leurs droits et préconiser et faire prévaloir l'avènement d'une Afrique du Sud nouvelle, démocratique, c'est important, non raciale, et fondée sur l'égalité des droits. Mais je crois que c'est vraiment un personnage admirable. Césaire n'est pas par hasard, si vous voulez, ce griot, ce djali, chantre d'une négritude simplement, ou porte-parole poétique ou théâtrale de nos revendications. C'est en même temps quelqu'un qui voulait, et qui veut encore aujourd'hui, à mon sens, que nous puissions bâtir cette citadelle avec des règles qui nous soient propres, et qui soient des règles qu'il identifie lui comme étant des règles de générosité, de solidarité, de sensibilité vis-à-vis de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il ressent et de ce à quoi il peut aspirer. Et il est évident que nous sommes passés à côté de cette problématique. Et l'Afrique d'aujourd'hui devra bel et bien, en reprenant peut-être le théâtre politique de Césaire, repenser l'ensemble du problème du droit, du problème du pouvoir, du problème de l'homme africain à l'intérieur de ce pouvoir. Nous refusons le fantôme blanc comme cause des malheurs du continent aujourd'hui. Le second pillage de l'Afrique noire n'est pas, à vrai dire, un pillage étranger, mais un pillage de nègres par un nègre. Là est le drame. On a beau vouloir inventer l'ennemi blanc, le réinventer, mais nous répondons que s'il continue de besogner, s'il continue d'être justement le monstre qu'il a été pendant le commerce triangulaire, pendant la colonisation classique, mais c'est que quelque part, il y a eu des chevaux de Troie. Les dictatures africaines, les monocraties africaines, 30 ans de dictature du parti unique. Et il est évident que ça, c'est notre responsabilité propre et interne. Je pense qu'il n'est d'aucun intérêt de faire la liste des griefs ou la liste de ce qui s'est passé, mais de voir les conséquences réelles aujourd'hui. On le voit dans la construction de nos États, on le voit dans l'organisation de nos États, dans les choix que l'on fait économiques ou autres. Il ne faut quand même pas oublier que le marxisme-léninisme, le socialisme, le libéralisme n'ont pas été inventés en Afrique, mais ils ont été essayés. Un peu partout, saupoudrés de quelques ingrédients autochtones, mais malheureusement avec le succès que l'on connaît.
C'est tout le tragique, par exemple, d'une indépendance comme celle du Congo, où, eh bien, un petit soldat est récupéré par la bête, par les puissances, et avec pour dessein de détruire tout l'idéal, toute la vocation, toute la pulsion de tout un peuple, de tout un continent et de tout le monde noir. Car le Congo était un espace stratégique pour le peuple noir dans son ensemble, tout comme l'Angola, tout comme l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ces espaces-là n'ont jamais pu aller à la liberté d'eux-mêmes par leur propre volonté. Et il est clair que les résultats, nous les voyons, c'est qu'après 30 ans d'indépendance, tout se passe comme si l'Afrique noire avait trahi Césaire. Je disais ceci, notre responsabilité, c'est que de nous dépend en grande partie l'utilisation que nos peuples sauront faire de la liberté reconquise. La liberté n'est pas une fin en soi. L'indépendance des pays coloniaux n'est pas une fin en soi. Et c'est là ce qui, plus profondément que nos particuliers devoirs, fonde notre devoir d'homme. Car quand Césaire parle de lui, de moi, quand il emploie des possessifs, chacun sait que derrière lui, il y a toute notre diaspora. Il y a tout le peuple aussi, africain lui-même. Il y a tous ceux qui, de par le monde, sont les amis de l'Afrique, qui croient en elle. Et l'échec ou le succès du continent, ce sont là des choses qui surdéterminent très fortement le destin de millions d'autres hommes dans le monde. Et la pensée de l'universel est toujours là. Il ne s'agit pas de petits combats régionalistes, hein, mais il s'agit de préparer une ère nouvelle pour le monde tout entier et pour l'homme. Cette mise en garde prend toute sa mesure à la veille du grand lever de rideau contemporain sur l'Afrique, le soleil des indépendances. Un continent tout entier entre sur la grande scène de l'histoire et prend enfin son destin entre ses propres mains. Dire qu'il avait fallu attendre 1946 pour que soit aboli l'indigénat et le travail forcé, 1956 pour le suffrage universel, 1958 pour que la France propose aux colonies d'Afrique une place reconnue dans la communauté française à laquelle tous avaient répondu oui, à l'exception de Sékou Touré. Certes, la Guinée, dans le temps, aurait obtenu son indépendance parce qu'elle luttait pour cela. Mais peut-être le 28 septembre 1958, elle n'eût pas été indépendante si le général de Gaulle n'avait pas posé assez clairement, en prenant toutes ses responsabilités face à l'opinion mondiale et à l'opinion française, en prenant toutes ses responsabilités en disant qu'elle respecterait l'indépendance du pays qui aura choisi, le 28 septembre 1958, le sens de sa propre souveraineté. Une première vague de décolonisation sanctionne l'échec politique de l'Union française. Après la guerre d'Indochine, c'est la fin des protectorats français d'Afrique du Nord. Le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance et sont reconnus par la France comme États souverains et égaux. Quant à l'Algérie, elle est en état d'insurrection. En Afrique noire, entre 1958 et 1966, tout est allé très vite. Le général de Gaulle, en stratège familier des convulsions de l'histoire, face à l'effervescence soudaine des revendications, choisit pour la France un départ accéléré afin que ne se multiplie pas l'expérience algérienne. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Le monde a les yeux braqués sur l'Afrique. Nombreux sont ceux qui partagent le rêve panafricain et espèrent que le continent, après avoir tant subi l'histoire, saura affronter victorieusement le défi de la responsabilité. Mais quelle indépendance? Fédération? Confédération? Avec quelles frontières? Quelles nations? Quels appareils? Quels hommes? Certains nouveaux chefs d'État ont déjà une pratique politique internationale, comme Léopold Sédar Senghor, poète président du Sénégal, cofondateur avec Aimé Césaire du mouvement de la négritude, ou Félix Houphouët-Boigny, ancien ministre du gouvernement français.
Mais souvent, l'impréparation règne et l'improvisation est de rigueur pour cette entrée dans l'arène impitoyable d'un monde divisé entre Est et Ouest. Dans le concert des voix, Aimé Césaire se distingue en proposant la leçon d'Haïti, première république nègre de l'histoire moderne. À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la traite, la déportation, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu plaqué sur le corps au visage l'omnignant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez? Nous seuls les nègres. Alors au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui s'étend, les dents qui se serrent, la tête. Oh, la tête large et froide. Comme type d'expression, je me suis dirigé plutôt vers l'expression théâtrale. C'est vrai, mais pour la raison très simple, c'est que j'ai pensé qu'il y avait un message à transmettre et que ce message pouvait être transmis de manière plus large et plus accessible par le théâtre que par la poésie. Et la poésie, c'est un petit peu l'homme seul avec lui-même, et le théâtre, c'est un donné à voir, un donné à comprendre. Et ça m'a paru la forme la plus adaptée à la nouvelle situation que je vivais. Cet événement formidable qu'est la décolonisation des années 1960, si vous voulez, 58, 60. C'était ça le grand événement. Et bien entendu qu'il ne pouvait pas ne pas solliciter mon attention et ma réflexion. Je crois qu'il était très important pour moi, très important pour nous, de nous comprendre nous-mêmes, de maîtriser notre histoire, de nous mettre en scène pour mieux nous saisir nous-mêmes. C'est ça l'importance de la démarche théâtrale. Par le théâtre, l'homme se projette et se voit. Voir, se voir, et se voir pour se comprendre et pour s'appréhender. Quel instrument de connaissance de nous-mêmes avions-nous? Pas grand-chose. Notre histoire a été écrite par d'autres. Eh bien, je voulais montrer, au moment où l'homme colonisé, l'homme noir singulièrement, arrivait à la responsabilité, il fallait faire un état des lieux, se connaître ses limites, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, connaître ses capacités de dépassement. Mais tout ça devait déboucher sur le théâtre. Dakar, avril 1966. À l'invitation du président Senghor, des intellectuels et amis de présence africaine répondent Lyndon Johnson, Nicolas Guillen, Jacques Stephen Alexis, Nelson Pereira dos Santos, James Baldwin, Ella Fitzgerald, Roger Bastide, Duke Ellington, Josephine Baker, Pelé, Marpessa Down, Michel Léris, auteur de l'Afrique fantôme, et pour Aimé Césaire, le frère véritable, André Malraux et tant d'autres, des quatre coins de la diaspora, les fils déracinés et les amis des terres d'Europe, d'Asie et d'Amérique viennent saluer la liberté enfin conquise et l'aube des temps nouveaux. Au cœur du programme du festival, l'exemple d'Haïti, la tragédie du roi Christophe. Dans cette pièce, Aimé Césaire met à nu l'échec tragique du rêve monarchique d'Henri Christophe, ancien esclave, roi d'Haïti, qui voulut tant le bien de son peuple qu'il en devint un tyran. Le Sénat comprendra qu'il n'a plus en face de lui qu'un général rebelle. Et puis, cela n'a pas d'importance. Si vous voulez une réponse officielle, une réponse noble,
comme les aiment nos Solons et nos Lycurgues de Port-au-Prince. Dites-leur que je regrette qu'en la circonstance, et par esprit d'animosité contre ma personne, il n'ait pas compris qu'à l'heure actuelle, et au milieu de nos traverses, le plus grand besoin de ce pays, de ce peuple qu'il faut protéger, qu'il faut corriger, qu'il faut éduquer, c'est la liberté. La liberté, sans doute, mais pas la liberté facile. Et c'est donc d'avoir un État, oui, monsieur le philosophe, quelque chose grâce à quoi ce peuple de transplantés sans racines boutonne, s'épanouissent, lançant à la face du monde les parfums, les fruits de la floraison. Et pourquoi ne pas le dire, quelque chose qui, au besoin par la force, l'oblige à naître à lui-même et à se dépasser lui-même. Une brillante floraison de comédiens, mise en scène par Jean-Marie Serrault, le complice, le frère en création dont Aimé Césaire dit « le magicien et le poète, grâce à qui j'existe théâtralement ». Sa grandeur, monseigneur, le duc de la Limonade. Sa grandeur, monseigneur, le duc de Plaisance. Son Altesse Sérénissime, le marquis de la Valasse. Sa grandeur, monseigneur, le duc de Dondon. Sa grandeur, monseigneur, le duc de la Marmelade. Monsieur le comte de Troubon-Robon. Monsieur le comte de Saltrou. Écuyer Jean-Louis Lamour, Tonton Cimetière. Jean-Jacques Sévère. Étienne Régistre. Solide Cupidon, Joseph Almanjor. Officier du Royal Dahomey. Lorsque nous avons mis le pied, nous sommes sortis de l'avion, nous avons mis le pied sur le sol africain, ça a été... C'est difficile, parce que de dire ça, ça paraît désuet, surtout maintenant, je veux dire, où les relations, les voyages, on va en Afrique facilement. Mais à cette époque-là, dans ces années dont je vous parle, c'était quelque chose d'important. Il y avait d'abord une odeur, quelque chose donc, qui est très difficilement définissable. Pour nous, ce que Césaire dit, nous, les culbutés de la grosse houle étions, nous retrouvions là quelque chose d'important. Et ça, là encore, ça faisait aussi partie de ce théâtre, de cette œuvre de Césaire, cette initiation superbe. Douta Seck, prodigieux acteur sénégalais, interprète, mieux, incarne le roi Christophe. Il est temps de mettre à la raison ces nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des Blancs et continuer en lieu et place, je veux dire sur le dos des nègres, à faire le blanc. Je me rappelle quand Douta Seck portait avec sa voix superbe et sa pensée pour dire ça en premier plan, Serrault l'avait fait mettre en premier plan, dire ça, et ensuite il revenait au lointain. Et là, il y a eu, pendant quelques secondes, enfin, ça paraît toujours long, il y a eu un moment de silence, il y a eu des applaudissements, une foule d'applaudissements, et des gens se sont levés, des Africains se sont levés, des dignitaires qui étaient dans les premiers rangs, et sont partis. Il est évident que le roi Christophe est l'acte fondateur du théâtre africain moderne, réellement, par sa qualité, sa dimension, tout l'héritage shakespearien, mais aussi traditionniste qu'il assumait. Et également, il était au cœur des préoccupations des Africains. Et il est certainement un moment où Césaire initie une bataille à travers cet instrument, et une bataille qui va être permanente, parce qu'au fond, après le roi Christophe, il va écrire une saison au Congo. L'histoire reprend son cours, accélérée, inexorable. L'heure est à la désillusion. L'actualité, c'est le Congo qui se déchire. Le Congo, où Patrice Lumumba est la victime expiatoire des intérêts conjugués, des rivalités intestines entre clans, ethnies et ce qui, de l'extérieur, prend déjà le visage du néocolonialisme. Quand, le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba tombe, sacrifié par les siens, avec la complicité des Nations Unies et de la communauté internationale, c'est pour le continent tout entier le symbole d'un tragique Africain et la mort d'un rêve. Il ne faut pas oublier qu'en quelques 10 jours,
le Congo, colonie modèle, a implosé. 10 jours, l'indépendance le 30 juin, le 5 juillet, il y a eu la mutinerie de la force publique, il y a eu la sécession du Katanga. Et surtout à cette époque-là, ce qui est aussi frappant, c'est que c'est l'incohérence totale de la politique belge au Congo. C'est gay. Elle commence bien l'indépendance. Imbécile. Et comment croyais-tu qu'elle commencerait? Quand je vous ai nommé ministre, est-ce que vous aviez eu l'impression que je vous invitais à une partie de plaisir? En tout cas, je ne vous prends pas en traître. Tout. Nous aurons tout, et en même temps, et tout de suite, la révolte, le sabotage, la menace, la calomnie, le chantage, la trahison. Vous avez l'air étonné. C'est ça, le pouvoir. La trahison, la mort peut-être. La mort, sans doute. Il a eu les sécessions, qui sont les trahisons, il a eu le sabotage économique, parce qu'il ne faut pas oublier que la Belgique, elle a donné l'indépendance, comme on dit, très vite, hein, et très facilement, parce qu'il y avait quand même l'expérience de l'Algérie qui était là, il ne pouvait pas se permettre d'avoir une autre Algérie, donc tout était bâclé. Il ne voulait pas de la balkanisation des États. Et ça, il a toujours dit dans la plupart de ses discours. Et ça a toujours été sa foi. Et jusqu'au bout, pour lui, il incarnait non seulement cette foi, mais cette unité du Congo. Mais Lumumba est apparemment vaincu. Mais son exemple est là, et bien apparente et bien éphémère. La victoire de Mobutu, d'ailleurs la pièce se termine d'ailleurs par une dérision qui montre l'hypocrisie profonde du personnage, rendre apparemment justice à Lumumba et réprimer très durement ceux qui sont venus se souvenir de lui et lui rendre hommage. Et toute cette gesticulation de Mobutu est dérisoire au regard de la geste de Lumumba. Allons, messieurs, calmez-vous. Plus de querelles ethniques. Ne laissons pas le colonialisme diviser pour régner. Dominons ces querelles tribales. Qu'il n'y ait plus parmi nous de Bangala, de Bakongo, de Bateke, mais seulement des Congolais libres, unis, organisés. Allons, célébrons notre unité autour d'une bonne bière. Je vous paye à boire, messieurs. Il y a toujours, dans le théâtre africain, il y a toujours le diseur de vérité, qui est souvent un diseur d'injures, d'ailleurs. Oui, mais oui, il faut rappeler et constamment au chef qu'il est beaucoup moins chef qu'il ne le croit et que le dernier mot appartient au peuple. Qu'en est-il aujourd'hui des peuples d'Afrique? Que reste-t-il de leurs identités, de leurs traditions, de leurs engagements, de leurs espérances? Survivront-ils au cercle infernal de la haine et de l'autodestruction? Il ne le joue qu'on ne voit la grande presse française, par exemple, on voit un article épouvantable sur l'Afrique, 1% par exemple du commerce mondial, l'Afrique ne compte pas, l'Afrique est une charge, l'Afrique c'est la guerre, l'Afrique c'est l'anarchie, l'Afrique c'est la maladie, écoutez les thèses de Le Pen. Bon, c'est vrai, tout ça existe, c'est l'afro-pessimisme, et je vois aussi, malheureusement, qu'à côté de l'afro-pessimisme, une sorte d'afro-dénigrement, comme si l'afro-pessimisme nous gagnait nous-mêmes.
Et je suis très choqué de voir d'abord que certains Africains commencent à désespérer. Hein? Est-ce que certains ne considèrent pas un peu que l'Afrique, c'est la part maudite de l'humanité? Ça me rappelle d'ailleurs des réflexions que j'ai entendues avant-guerre, le curé disant ce n'est pas un péché d'être africain, mais c'est un sacré malheur. Mais je ne voudrais quand même pas que l'Afrique soit persuadée que c'est un malheur d'être africain. J'ai toujours réagi très fortement contre cette idée. Et je suis très choqué de voir des tentations parmi les Noirs de la diaspora, donc parmi les descendants d'Africains, certains qui, par toutes sortes de contorsions, tâchent de prendre leur distance à l'égard de l'Afrique. Mais ça me choque beaucoup. Donc, par conséquent, je crois qu'il faut une mobilisation, une remobilisation de toutes les énergies. Et les énergies, il y en a. C'est vrai qu'il y a la famine, c'est vrai qu'il y a la guerre, c'est vrai qu'il y a l'effondrement du coût des matières premières, mais il y a aussi l'homme africain, et je crois que c'est la chose la plus importante. Il y a le courage africain, il y a la femme africaine, il y a les cerveaux africains, il y a les jeunes savants africains. Alors évidemment, mais c'est tout ça qu'il faut rassembler, les artistes africains. Voilà les forces vives de l'Afrique. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction, immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule. Que toute étoile chute de ciel en terre, à notre commandement, sans limite. 50 ans après Yalta, les complicités néocoloniales logiques dans la confrontation manichéenne entre Est et Ouest n'ont plus cours. La fin de la guerre froide s'est traduite pour l'Afrique en une espérance fragile, celle d'un possible renouveau démocratique. Nous sommes devenus indépendants au moment où le monde y avait une fracture idéologique, où les mots n'avaient pas le même sens. Liberté bourgeoise, prolétarienne, enfin, on peut disserter là-dessus. Cette confrontation planétaire, cette lutte de titans qui s'est étendue sur toutes les régions du monde. Maintenant, c'est fini, c'est pour ça que nous avons le moment de renouveau démocratique dans tout le continent. C'est ça. Et j'ai dit, rien ne peut l'arrêter. Partout, les peuples se réveillent, se révoltent contre l'autoritarisme des partis uniques, refusent la fatalité de la misère et du désespoir et veulent l'avènement de l'état de droit. Les hommes du continent, confrontés au drame quotidien, donneront-ils raison malgré tout à la foi d'Aimé Césaire quand il écrivait en 1959 « On peut faire confiance au peuple. Ce qu'il leur faut, leur combat libérateur. Ils le savent de l'intérieur. » Il faut avancer ou mourir. D'abord, nous avons conscience de cela. Si l'Afrique a été, disons, envahie, dominée, partagée, c'est précisément parce que nous n'avons pas pu trouver entre nous les solidarités et les compromis nécessaires. Tous les jours, c'est ce que nous essayons de réaliser sur le plan national. Il faut éviter des fractures trop profondes. La démocratie suppose un dialogue, des critiques de façon permanente, mais des critiques constructives. Il faut dialoguer d'abord avec toutes les composantes de la société. C'est beaucoup plus difficile, ça demande plus de responsabilité. Démocratiser à l'intérieur, démocratiser les relations bilatérales, mais aussi démocratiser les institutions internationales. Des solutions nous sont imposées aujourd'hui, il faut le dire, qui ne prennent pas en compte nos préoccupations, qui ne prennent pas en compte les dimensions politiques de nos problèmes. Il faut démocratiser les institutions internationales aujourd'hui pour nous permettre de poser
de proposer des solutions alternatives maîtrisables par nous, dans lesquelles nous nous reconnaîtrons que nous pouvons pousser plus loin, mettre toujours à la hauteur de nos interrogations. Écoutez, de mon île lointaine, de mon île veilleuse, je vous dis « Oh !» et vos voix me répondent « Pour nous, il fait clair ». Je vois l'Afrique multiple et une, verticale dans la tumultueuse péripétie, avec ses bourrelets, ses nodules, un peu à part mais à portée du siècle, comme un cœur de réserve. Et je redis « Oh, mer !» et je lève ma force, inclinant ma face. Oh, ma terre! Césaire a raison de présenter l'Afrique au féminin, parce que d'abord, la majorité de la population africaine est composée de femmes, et d'autre part, si l'Afrique est pensée au féminin, c'est parce que l'Afrique est une terre qui a produit, qui continue de produire, et c'est peut-être là que le message de Césaire est actuel. Et c'est pas étonnant que Aimé Césaire ait parlé du Congo, c'est-à-dire de l'Afrique centrale, où la femme continue, à cause des traditions animistes, à jouer ce rôle central d'énergie de base, d'énergie primitive, qu'on ne voit pas dans notre partie de l'Afrique, où l'islam ou le christianisme ont imposé une vision essentiellement judéo-chrétienne à la présence féminine. Il est peut-être temps de revenir à nos traditions. Peut-être qu'il faut que les hommes, on commence à se retirer du premier plan de la scène pour laisser aux femmes cette capacité qu'elles ont toujours eue dans nos traditions diola de régler les problèmes. Et je crois que l'expérience de ces dernières années montre que si les femmes montent au créneau, ça veut dire que les conflits ont atteint les niveaux extrêmes. Il n'y aura pas de renaissance en Afrique sans la renaissance de la femme, sans le respect que nous devons à nos mères, à nos sœurs et à nos filles. C'est capital. Alors, comment arriver à redonner à la femme le rôle qu'elle a déjà dans la société, mais qui doit se traduire dans les institutions? Ça, c'est le défi que nous devons tous relever. Mais il faudra que l'Afrique se fasse une raison et cherche les voies de son propre salut ailleurs. L'Afrique de la décolonisation a toujours vécu de modèles. Il y avait le modèle occidental. Il faudra trouver quelque chose hors modèle, ni le modèle occidental, ni l'ancien modèle soviétique, dont l'Afrique meurt. Et c'est ainsi qu'est morte la Guinée. Et c'est ainsi qu'est mort le régime de Sékou Touré. Mais voilà, il y a une erreur fondamentale qui a été faite. Une option qui était la mauvaise option. Un choix qui était le mauvais choix. Il faut faire le choix d'être soi-même. C'est d'elle-même que l'Afrique est volée. C'est d'elle-même que l'Afrique a faim. C'est pourquoi je ne me veux ni Messie ni Mahdi. Je n'ai pour arme que ma parole. Je parle et j'éveille. Je ne suis pas un redresseur de tort, pas un faiseur de miracles. Je suis un redresseur de vie. Je parle et je rends l'Afrique à elle-même. Je parle et je rends l'Afrique au monde. Je parle et attaquant à leur base, oppression et servitude, je rends possible, pour la première fois possible, la fraternité. L'Afrique a ses crises, elle va en sortir, mais il faut pour en sortir qu'elle se pense par rapport à l'ensemble du monde. Ce n'est pas du tout un ghetto,
Nous ne serons jamais en tête-à-tête seulement avec nous-mêmes. C'est parti. Nous sommes dans un monde pluriel. Et l'Afrique elle-même est plurielle. Il y a l'Afrique blanche à l'intérieur de l'Afrique noire. Il y a des Afriques noires. Il y a des diversités culturelles. Et tout cela, il va falloir le gérer. Je pense que... Et nous avons des générations bien mieux formées aujourd'hui. Que ce soit à l'intérieur de nos diasporas, que ce soit à l'intérieur du continent. Donc ce n'est pas une crise des ressources, ce n'est pas une crise de notre vision, c'est une crise interne tout à fait normale, il faut la gérer et je pense que c'est en cela que les grands porte-parole comme Césaire continuent à être indispensables dans ce que nous faisons. Eh bien, l'Afrique vit tout simplement l'aventure humaine. Nous sommes seuls. Et nous devons par conséquent, à la machette, au coutelas, nous tailler notre propre voie. Ça fait des années qu'il y a toute une génération d'Africains, et je pense également d'Américains, d'Antillais, sont nourris de l'œuvre de Césaire. C'est un poète immense, l'un des plus grands de ce siècle. Et c'est heureux d'abord qu'il soit là pour regarder, encourager le mouvement qui est actuellement, disons, en cours de résurrection, de renaissance, de renouveau démocratique. Maintenant, c'est un message pour le sursaut, pour la dignité. Aimé Césaire est un homme de demain. C'est malheureux pour lui, mais c'est un des hommes qui aura fait le plus réfléchir sur ce problème fondamental dans l'histoire de France, c'est le postcolonialisme. Et la dévaluation du franc CFA est un drame dans notre histoire franco-africaine. Un néocolonialisme suspect. Au fond, c'est un aveu d'échec. Et Aimé Césaire le fait comprendre dans sa longue réflexion. Je crois qu'il a écrit très tôt « L'Europe, si elle n'y prend garde, périra du vide qu'elle a fait autour d'elle. » Les peuples ne sont pas au même moment de leur histoire. Et il n'est pas interdit de penser que la civilisation occidentale soit en fin de course. Car si nous continuons comme nous allons, mais nous allons droit au mur, car il est clair qu'aujourd'hui les églises sont vides, que nos cœurs sont secs, et que tout ce qui nous habite, c'est l'économie marchande, c'est le PNB, c'est le PIB, mais une civilisation ne peut pas aller de l'avant de cette manière. La preuve est faite de l'échec patent d'un type de pensée, d'une conception du monde et d'une organisation du monde. Oui, alors, il n'empêche qu'on ne peut pas s'abandonner à une sorte de catastrophisme systématique et si crise il y a, et il y a crise, il n'empêche pas, et cela n'empêche pas que ne subsistent des îlots à partir desquels il peut y avoir refondation. On a détruit en croyant apporter la civilisation. On a détruit en croyant qu'on luttait contre un tissu de superstition, que apporter l'alphabétisme, c'était apporter des lumières, et que à des gens qui pourtant portaient, eux,
une sagesse et une culture millénaire. On a cru, si vous voulez, la pire des choses, c'est qu'on a cru civiliser en déculturant. Vous savez, quand même, pendant très très longtemps, il y avait un modèle d'être humain qui était le modèle blanc, anglo-saxon de préférence, technicien, efficient. C'était ça le modèle. Tous les autres étaient inférieurs, étaient jugés, n'est-ce pas, par rapport à ce modèle. Et je crois que l'important, aujourd'hui, ce modèle n'est pas entièrement brisé, mais enfin, il est en cours de rupture. On arrive à une conception, je dirais, polycentrique de l'humanité. Je pense qu'à la fin de notre siècle, je comparais un peu à la Renaissance et des hommes comme Aimé Césaire, les annonciateurs d'une ère nouvelle. L'ère où l'homme, en dehors de toute contingence, est le centre de la réflexion. L'homme lui-même, l'homme le véritable, l'homme avec ce qu'il a d'affectif, intellectuel, etc., le passé, l'homme. Son humanisme qui est important. La manière dont les hommes comme Aimé Césaire ont exprimé les attentes, les aspirations, les douleurs, les souffrances et les violences de l'homme, que ça corresponde à l'homme de notre temps, à l'homme que nous allons maintenant voir comment il va finir ce siècle, comment il va rentrer dans le siècle prochain. C'est pour ça que pour moi, il restera un grand sage et source d'une grande aspiration pour les intellectuels et les penseurs de l'avenir. C'est aujourd'hui un vieil ouvrier, c'est aujourd'hui un charpentier, c'est aujourd'hui un maçon qui a accompli son œuvre. Il nous laisse, n'est-ce pas, la responsabilité de faire fructifier ce legs qu'il a su, lui, en poète, faire fructifier. En cela, il y a bien une dimension testamentaire de l'œuvre d'Aimé Césaire, une dimension testamentaire du discours et de la pratique d'Aimé Césaire. Cette part de mélancolie qui embue tous ces mots, qui embute tous ces gestes, cette espèce de crainte qu'il éprouve et que l'on ressent à le voir, lui-même éprouver cette crainte, toute cette mélancolie-là, elle s'explique par la gravité, par la dureté des enjeux. Pour moi, la figure de Césaire, c'est celle d'un homme d'intégrité. Il est intègre et il est intégral. C'est un homme intégral, c'est-à-dire qu'il unit en lui toutes les qualités humaines, c'est que justement, tout en étant singulièrement enraciné dans cette négritude, il la transcende tout en la gardant. Et il est intégral parce que, justement, il sait que par la politique, par la poésie, par la parole, c'est toujours la même mission qui est la sienne. C'est celle de l'émancipation et de l'épanouissement humain. Et dans ce sens-là, je crois que l'éthique, elle est dans son exemple. Les baisers des météorites, le féroce dépoitraillement des volcans à partir de jeux d'aigles, la poussée des sous-continents arc-boutés, eux aussi aux passions sous-marines, la montagne qui descend ses cavalcades à grands galops de roches contagieuses, ma parole capturant des colères se laisse à calculer mon être, natif, natal. Cyclope violet des cyclones. N'importe, l'insolent tison, silex haut à brûler la nuit, épuisé d'un doute à renaître. La force de regarder demain. Pour moi, Césaire, c'est comme un peu l'ancêtre fondateur.
C'est lui qui a fondé la littérature antillaise. Et j'irai même plus loin, je dirais que s'il n'y avait pas Césaire, beaucoup d'écrivains d'Afrique et même d'Amérique n'existeraient pas. Je crois que c'est une parole essentielle. Breton l'a dit, la parole d'Aimé Césaire, belle comme l'oxygène naissant. L'oxygène naissant, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est à cause de lui que nous avons respiré et que nous avons appris à vivre. Knowing Mr. Césaire, knowing his work, knowing his contribution will help younger American poets and dreamers and teachers and housewives and house husbands and that to feel rooted. They have not sprung from the ground like grass. And Aimé Césaire lets us know that we have come from the ground like trees. And he is a part of the root. So that's why he's important. Dans le fond, la revendication de la primauté de la poésie, moi je dirais que c'est une revendication aujourd'hui anthropologique. Ça paraissait comme quelque chose, une protestation d'un homme revendiquant parce qu'il était colonisé et subissant la loi du plus fort venue de l'Occident. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est une vérité qui concerne tous les hommes. C'est la première chose à cultiver, c'est la qualité poétique de notre vie. La poésie est-elle toujours opérante aujourd'hui? Le sera-t-elle toujours? En tout cas, c'est pour moi la parole fondamentale. Et le salut du monde dépend de sa capacité d'entendre cette parole. Il est clair que tout le siècle que nous avons vécu, l'écoute de la parole poétique a été diminuant. Mais on se rendra compte de plus en plus que c'est la seule parole qui puisse être encore vivifiante et à partir de laquelle on peut rebâtir et reconstruire. Êtes-vous encore toujours le guerrier? Oui, je crois que nous sommes tous toujours guerriers. Et la guerre prend des formes différentes selon les âges. Mais il y a des choses contre lesquelles on est toujours le rebelle. On est toujours le rebelle de quelque chose. Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, que je n'accepterai jamais. C'est l'essor de tout le monde. Oui, certainement, non, je n'ai pas... Il y a des choses avec lesquelles je n'ai pas du tout fait la paix. Je ne prendrai pas mon parti de l'écrasement des peuples, de l'écrasement d'un peuple, de l'effacement de l'Afrique. Non, je ne peux pas m'y résoudre. Le poète est cet être très vieux et très neuf, très complexe et très simple, qui aux confins vécus du rêve ou du réel, du jour et de la nuit, entre absence et présence, cherche et reçoit dans le déclenchement soudain des cataclysmes intérieurs le mot de passe de la connivence et de la puissance. Yeah.
jamu muikawe dada nane sarata kute oma furi mana fubaji nyema nyuwani kani furi mana fubaji nyema nyuwani kani ije kalesa kumba ije tumko dada baba manuje baba manuje kalione katomba furi mana fubaji nyema nyuwani kani furi mana fubaji nyema